nous allons nous intéresser à la répartition des revenus. Comment répartir les revenus et la richesse? Il s'agit ici de la deuxième approche du PIB. Après avoir vu que les richesses sont créées, il s'agit de la somme des valeurs ajoutées, nous allons voir que cette valeur ajoutée donne lieu à une distribution de revenus. Cette question est centrale en économie, puisqu'il existe des conflits concernant le partage de la valeur ajoutée, puisque chaque participant à la création de richesse souhaite bénéficier d'une partie de cette richesse, et ces tensions sont d'autant plus vives lorsque la richesse créée progresse moins vite qu'auparavant. Qui sont les bénéficiaires de la valeur ajoutée? On peut comparer cette richesse supplémentaire qui est créée au cours d'une année à un gâteau qu'il faut partager entre les différents réalisateurs de cette richesse. La part la plus importante revient aux salariés, c'est la rémunération du travail. Elle comprend à la fois les salaires nets, mais également les cotisations sociales. C'est un élément de la rémunération du salarié, c'est un salaire indirect. La deuxième part comprend la rémunération des administrations publiques sous la forme d'impôts sur la production. Les administrations publiques bénéficient d'une part du gâteau puisqu'elles participent également à la création de richesses en finançant des infrastructures comme les routes, les voies ferrées, mais également en assurant la production de services non marchands. Enfin, la dernière part rémunère le capital. Il s'agit du profit qu'on appelle également excédent brut d'exploitation, l'EBE. L'EBE, c'est la valeur ajoutée à laquelle on retranche la rémunération des salariés ainsi que les impôts sur la production. C'est un indicateur de profit pour l'entreprise. Arrêtons-nous un instant sur l'EBE. La rémunération du capital va profiter à plusieurs acteurs. Tout d'abord, aux créanciers, aux prêteurs comme les banques, sous la forme d'intérêts. Elle revient également aux actionnaires sous la forme de dividendes. Il s'agit ici de rémunérer ceux qui ont apporté du capital dans l'entreprise, ceux qui ont investi dans l'entreprise. Et enfin, il y a une part qui revient aux administrations publiques sous la forme d'impôts sur les sociétés. Ce qui reste dans l'entreprise, c'est l'épargne brute. Et cette épargne va être utilisée d'une part pour financer les investissements, et si ces investissements ne sont pas suffisants pour utiliser toute l'épargne, dans ce cas, l'entreprise dégagera une capacité de financement. Dans le cas contraire, il s'agit d'un besoin de financement. Quelles sont maintenant les différentes catégories de revenus primaires? Je rappelle que les revenus sont des ressources qui sont versées régulièrement et qui ne sont pas la contrepartie de perte de capital. Si vous vendez votre vélo, par exemple, que vous n'utilisez plus, eh bien le produit de la vente ne peut pas être considéré comme un revenu. Il en est de même pour les gains au jeu. Si vous gagnez au loto, ce n'est pas un revenu. Les revenus primaires se divisent en trois catégories. Tout d'abord, il y a le revenu du travail, symbolisé ici par le bulletin de salaire. Nous allons décrypter un bulletin de salaire pour comprendre la différence entre salaire brut, salaire net, et comprendre également le rôle des cotisations sociales. Le salaire net, c'est ce qui est versé à la fin de chaque mois sur le compte en banque du salarié. Mais le salarié cotise, il verse mensuellement des cotisations sociales qui sont prélevées à la source, qui lui permettront de se couvrir contre les risques sociaux comme la maladie, le chômage, la vieillesse. L'employeur cotise également pour son salarié. Il s'agit des cotisations sociales patronales.
Quand on regroupe salaire net et cotisation sociale salariale, on obtient le salaire brut. Donc le salaire net, c'est le salaire direct, puisqu'il est perçu immédiatement par le salarié, alors que les deux cotisations sociales, salariale et patronale, constituent le salaire indirect. C'est un salaire différé, puisqu'il sert à financer les pensions de retraite, par exemple, lorsque le salarié devient retraité. L'ensemble forme le coût du travail total pour l'employeur. La deuxième catégorie de revenus primaires concerne les revenus du capital ou de la propriété. Il s'agit par exemple des dividendes qui rémunèrent la participation au capital d'une entreprise. Il s'agit aussi des intérêts qui rémunèrent les placements bancaires ou les loyers ou les fermages qui rémunèrent également la propriété de terres ou de biens immobiliers. La dernière catégorie, enfin, des revenus primaires, ce sont les revenus qualifiés de revenus mixtes. Il s'agit par exemple des bénéfices des travailleurs indépendants, tels que les agriculteurs, les artisans ou les commerçants, et également les honoraires des professions libérales, comme les avocats ou les médecins. Ce sont des revenus mixtes parce que ces différents professionnels apportent à la fois leur travail et leur capital.